Gros plan sur la situation politique en Tunisie. Le 25 juillet dernier, Kais Saied, le président tunisien, s'est octroyé les pleins pouvoirs exécutifs. Il a gelé les activités parlementaires pour 30 jours et limogé le Premier ministre. Depuis, les Tunisiens sont dans l'expectative en attendant une éventuelle feuille de route de la part du chef de l'État. Nous avons choisi ce soir de nous intéresser à la pratique du pouvoir de Kais Saied. Pour en parler, nous sommes avec le politologue Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe et maître de conférence à Sciences Po. Bonsoir et merci d'être avec nous. Après les décisions présidentielles du 25 juillet, les principaux partis tunisiens ont dénoncé un coup d'État institutionnel. S'agit-il d'un coup de force ou d'un coup d'État ? Difficile à dire parce que ce serait prendre position naturellement et puis tout est dans l'interprétation des textes constitutionnels, le fameux article 80 auquel s'est référé le président tunisien. Donc c'est clair que suspendre les activités parlementaires, cela ressemble davantage à un coup de force qu'à un coup d'État, dans la mesure où il n'y a pas eu d'arrestation massive des députés ou bien de l'opposition. Par conséquent, aujourd'hui, il s'agit surtout de faire valoir pour le président de la République, dans un contexte très particulièrement délicat pour la Tunisie, instabilité politique, instabilité sociale, menace terroriste. Donc il s'agit pour le président de la République de faire valoir ses prérogatives face à l'inertie gouvernementale et à la crise politique qui est connue aujourd'hui en Tunisie, que la Tunisie connaît depuis maintenant plusieurs mois, ce qui a rendu la réaction du président de la République plutôt positive dans la perception qu'en ont eu les Tunisiens. Kais Saied s'est appuyé sur l'article 80 de la Constitution pour justifier son action. Concrètement, que prévoit cet article ? C'est un article de la Constitution qui permet au président de la République de s'arroger des pouvoirs quasiment d'exception, mais pour une durée limitée. Toute la question est que pour le moment, le président de la République n'a pas fait connaître ses intentions, ni même donné un calendrier. Il a lui-même, dans sa déclaration à la nation, annoncé qu'il s'agissait de prendre les rênes du pouvoir pour 30 jours et qu'il gèle les activités du Parlement. Donc, geler, ce n'est pas annuler ou suspendre le Parlement. Par conséquent, aujourd'hui, il me semble que le président de la République doit donner des indications beaucoup plus précises et des orientations à la fois aux Tunisiens, mais également aux parlementaires, pour qu'ils travaillent enfin de concert avec le gouvernement afin de trouver des solutions concrètes et rapides aux besoins et aux revendications des Tunisiens. Avec la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, les Tunisiens sont-ils face à un paradoxe dans la mesure où le président se revendique de l'héritage de la révolution de 2011 ? En apparence, oui. En apparence, oui, mais on a pu voir que l'opinion tunisienne était très fluctuante. Elle a accueilli encore une fois la réaction du président de la République avec une certaine volonté de sa part d'aller de l'avant et de sortir de la paralysie institutionnelle. Mais pour autant, est-ce que cette opinion dominante sera durable ? C'est toute la question, parce que la Tunisie est confrontée quand même à un certain nombre de défis qui ne sont pas seulement d'ordre politique ou sociaux, mais il y a aussi la question de la pandémie de Covid qui est très très mal gérée et qui ne parvient pas à être jugulée, d'autant que c'est un pays qui aujourd'hui sur le plan économique et financier doit faire face à des phases importantes où il doit honorer des créances vis-à-vis de ses bailleurs de fonds et de ses partenaires. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps et on voit sur ces images que la priorité du point de vue des Tunisiens, évidemment, c'est de tenter de survivre à cette pandémie dans un système de soins qui semble totalement dépassé et plutôt délabré.
Depuis son élection, le président tunisien n'a cessé de soigner ses relations avec l'institution militaire. Jusqu'à quand Kais Saïed pourra-t-il compter sur le soutien de l'armée? Alors là, je pense qu'il faut nuancer et être prudent. L'armée en Tunisie n'a jamais joué aucun rôle. Elle a toujours été maintenue et cantonnée dans ses casernes, que ce soit par celui qu'on a appelé le père de l'indépendance, Habib Bourguiba, et son successeur, donc le général Ben Ali, qui avait été déposé le 14 janvier 2011 lors de ce grand mouvement de mobilisation populaire. Alors, jusqu'à présent, la Tunisie a été surtout perçue comme un État policier, ce qu'il était en réalité, puisque notamment Ben Ali s'est beaucoup appuyé et a considérablement renforcé l'appareil sécuritaire policier. L'armée n'a pas joué de rôle, d'abord parce qu'elle n'en a pas les moyens, et puis parce que historiquement, elle n'est pas un pilier du régime. Par conséquent, je pense qu'il faut être nuancé, et puis en même temps, il me semble qu'il faut également y voir peut-être l'expression d'un certain isolement de la part du président Kais Saïed, qui ne peut pas compter aujourd'hui sur l'appareil sécuritaire qui s'est disloqué après le départ de Ben Ali et qui, même s'il a tenté de se reconstituer, n'a plus ni l'influence ni la puissance qu'il avait, ni dans les institutions tunisiennes, ni dans la société. Depuis les annonces présidentielles à la fin du mois de juillet, le président Kais Saïed bénéficie également du soutien d'une partie de la population, notamment la jeunesse. Sur quoi repose ce soutien populaire ? C'est un soutien, encore une fois, qui vient surtout de la paralysie des institutions et du fait qu'en 10 ans, dans le fond, le Parlement, les gouvernements successifs ne sont pas parvenus à mettre en œuvre de véritables politiques qui répondent aux besoins et aux revendications, notamment des jeunes, puisqu'on voit que les Tunisiens figurent malheureusement en bonne place dans les vagues d'immigration successives, notamment vers l'Europe. Donc il y a un grand désarroi de la part de cette jeunesse et de la société d'une manière plus générale. Et par conséquent, est-ce que le président Kais Saïed sera à même, aura-t-il les moyens, trouvera-t-il les marges de manœuvre pour mettre en œuvre les politiques nécessaires et indispensables pour redonner à la fois la stabilité à la Tunisie, mais également à une jeunesse qui aujourd'hui est en mal de perspectives d'avenir. Kader Abderrahim, il nous reste 1 minute sur la scène politique tunisienne. Kais Saïed est un personnage atypique, conservateur sur les questions de société. Il se veut également l'architecte du nouveau lien entre l'État et le peuple. Comment peut-on définir le modèle Kais Saïed ? En 2 mots, je dirais que c'est un populo-conservateur. Il a fait campagne sur le mode de la critique des élites. La campagne présidentielle a été marquée et a été dominée par je dirais, ce verbiage de rejet des élites, de dégagisme, dirions-nous si on était français. Et par conséquent, aujourd'hui, le président de la République est difficilement classable, même si il a reçu lors du second tour de l'élection présidentielle le soutien du parti Ennahda, qui est la majorité au Parlement, qui est le premier parti du pays et qui est aujourd'hui très bien implanté en Tunisie. Par conséquent, est-ce qu'il s'agit là d'un changement de pied de sa part ou bien est-ce qu'il s'agit pour le président de la République tunisienne de trouver d'autres forces et d'établir de nouvelles alliances pour renforcer et pérenniser son pouvoir. Merci Kader Abderrahim d'avoir répondu à nos questions ce soir.